Dolly, donc il a toujours une grande partie de chiens, hein, mais il a aussi une partie de brebis, de vaches et de moutons. Donc Dolly, c'est le nom de la première brebis clonée hein, en France, en Angleterre, qui est mort de mort prématurée. Et il a aussi un pourcentage de brebis et de vaches. Donc en fait, il combine tous les problèmes des ovins et des bovins dans l'élevage intensif. Donc au début, il va bien, hein, il brousse de l'herbe. Après, on leur a fait manger de la viande, donc ça s'est beaucoup plus mal passé. Et là, en fait, il va développer tous les symptômes de la vache folle. Donc il tient plus sur ses pattes. N'ont cessé de rencontrer des difficultés quant à leur clonage. L'idée, céphalopathies spongiformes bovines, progéria, vieillissement prématuré, taille anormale et pathologies diverses. Donc là, pendant les expositions, les gens essayaient de relever le robot, parce que comme en fait, il crie quand il tombe, ils se sont dit, voilà, il est malade, il souffre, il a un problème, ou j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, parce qu'il essaie de les toucher. Et pas, il s'est pris des pattes et il est tombé, quoi, il est en panne. Et de l'altération de l'ADN. Alors j'avais les gens qui essayaient de le relever. Voilà, en fait, il passe une partie où il est malade. Et puis, bon, il va se relever, c'est pas complètement pathétique, puisque les programmes sont en boucle, et donc toutes les 5 minutes, il a la maladie, et il tombe, et il a à nouveau la maladie, et il tombe. Ensuite, on a GFP Puppy, qui est en fait un robot fluorescent, qui utilise la Green Fluorescent Protein, qui est une protéine qui sert à marquer, c'est un marqueur des cellules, en fait, comme un marqueur, un isotope radioactif qu'on utilisait avant. Et c'est largement utilisé dans les laboratoires pour voir si une mutation a eu lieu ou autre. Et donc on s'en sert pour rendre un organisme fluorescent. Donc là on a ce robot qui est fluorescent. Et c'est en référence à GFP Bunny, qui est le lapin d'Eduardo Kac. Donc Eduardo Kac, c'est un artiste brésilien qui travaille avec des biotechnologies. Et il a réalisé un lapin phosphorescent en utilisant cette technique. Et donc ce qui était intéressant, c'était de voir que ça a suscité beaucoup de polémiques, à savoir est-ce que les artistes ont le droit d'utiliser des biotechnologies, de manipuler le vivant à des fins artistiques. Bon, moi, j'ai pas ces soucis avec les robots, mais alors que ces technologies-là sont largement utilisées en laboratoire. Son projet, en fait, c'était de faire un chien à la base. Donc c'était le projet Canaille. Donc quelque part, j'ai fini son projet qu'il ne pouvait pas réaliser avec son lapin. Donc ça, ce sont des animaux qui existent en fait et qui sont fluorescents. Donc on avait vu tout à l'heure la souris nude. Hein. Donc il y a plein d'animaux qui existent déjà, mais ce ne sont pas des artistes qui les ont réalisés, donc pas de souci. Donc on a aussi Xenodoc qui est par rapport aux xénotransplantations, c'est-à-dire aux transplantations d'une part de cellules ou d'organes d'une espèce sur une autre. Donc là en l'occurrence du porc, puisque le porc est une grande réserve d'organes pour l'humain, puisqu'on utilise le rein, les valvules de cœur, la cornée, etc. Donc c'est un petit porc de compagnie, socialement bien adapté, qui contient un petit peu de souris nude, donc qui est immunologiquement très compatible avec l'humain, et qui peut à tout moment servir de réserve d'organes, soit pour l'humain, soit pour un autre animal de la famille. C'est un petit peu l'idée que des bébés médicaments, hein, en fait, c'est exactement... Voilà. C'est vrai qu'avec un animal, on a tout de suite pas de souci à tuer, élever des porcs pour récupérer des organes. Ensuite, on a Jelly Doggy, donc qui lui était plus là pour illustrer les nouvelles espèces que l'homme a créées, qui sont un peu, pas forcément monstrueuses, mais en tout cas qui ne sont pas adaptées à leur milieu. Donc lui, il avait du caméléon et de la méduse, donc il a des réminiscences de comportement aquatique, et il essaie d'avancer en nageant. On continue, il y en a encore deux, c'est Schizodoc, qui lui donc illustre un peu plus les problèmes liés à la société psychologique, avec un côté agressif et un côté... Donc celui-là, voilà, je l'ai modifié, il a deux têtes, il a un côté
qui est toujours... Donc il communique avec lui-même et il a du mal à se mettre d'accord sur la décision à prendre ou la direction à... Alors il est sans arrêt en train de se parler, et côté rouge, agressif, et l'autre... Et il avance un peu dans un sens et un peu dans l'autre. Et le dernier, c'était Flying Pig, donc c'est en référence à la souris que vous avez vue tout à l'heure. Hein. Et donc lui, il a 2 oreilles humaines, comme ça, sur son dos, en guise un petit peu d'aile, par rapport un petit peu aussi à l'expression « If pig could fly ». Et voilà. Donc c'est peut-être moins impressionnant que la souris, effectivement, qui... où l'oreille mesure un petit peu la taille de son dos. Donc ça fait référence aussi à un projet de Stellar, qui est un artiste australien qui va un petit peu loin dans les modifications corporelles. Il part du principe que le corps est obsolète et qu'il faut donc améliorer ce corps par des exosquelettes, des prothèses. Et il s'est fait réellement greffer une 3e oreille qui est équipée de Bluetooth et de micro, donc on peut parler à son oreille et on peut se connecter à Internet, entendre ce que son oreille... Voilà, donc là vous voyez... Là. Donc parfois c'est les artistes qui vont plus loin que ce qui se passe dans les laboratoires. Voilà. Alors ça, rapidement, c'était juste une installation sur le bug. Donc j'avais programmé 10 robots chiens pour évoluer normalement, c'est-à-dire qu'ils s'évitaient, ils aboyaient, et de façon aléatoire était programmé un bug et qui venait altérer soit leur comportement, soit leur locomotion. Alors la question c'était, je ne pouvais pas programmer un bug, juste mettre un bug dans mes programmes, sinon ils se seraient mis à plus marcher. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur faire faire? Donc ils se mettaient à avoir des comportements, juste des problèmes de locomotion, ou ils se mettaient à faire des roulades, ou des choses comme ça. Voilà, donc ils évoluaient, ils avaient des yeux verts, et quand ils avaient des yeux rouges, par exemple là il y en a un comme ça, ils se mettaient à faire des roulades sur le côté et à tourner comme ça. Donc de façon aléatoire, des robots se mettaient à bugger. Mais des faux bugs, enfin des bugs. Voilà, et après, hop, ils retrouvaient les yeux verts et ils repartaient et tout se passait bien. Donc ensuite, je les ai un petit peu plus modifiés. Et là, j'en ai fait des trophées de chasse. Alors, donc j'ai programmé cette fois-ci, ils étaient capables de réagir au public. Et donc, il y avait 11 trophées avec des cervidés. Donc le cerf, c'est un petit peu l'animal emblématique des chasseurs, hein, avec très important l'âge du cerf, donc les ramifications des bois. Donc là, j'ai fait un cerf de 3 ans. Le voici, donc il porte le nom en fait latin de l'espèce en question. Ensuite, donc il y a des antilopes. Voici l'antilope version 1 et voici l'antilope version 2. Un impala qui est aussi une sorte d'antilope en fait, un élan, et ensuite phacochère. Alors ensuite on a aussi tous les félins, donc on a le léopard, le tigre et le lion et le lynx, voilà, et le dernier c'est le rhinocéros. Ah non, le zèbre, il y en a encore un, vous voyez. Donc les plus fiers étaient placés en haut et les plus agressifs en bas, de façon à ce qu'on ait un rapport un petit peu plus agressif avec eux. Et plus vous vous approchez, plus donc ils vont réagir. Alors je vais vous montrer une vidéo. Donc souvent, dans mes travaux, donc, ce qui est intéressant, toujours pareil, c'est la réaction des gens en fait. Donc, alors donc, on a vu que les robots pouvaient être sujets à des bugs ou des maladies, hein, comme la vache folle. Enfin, on a vu, moi je l'ai transposé, on va dire, mais ce sont des questions qui correspondent exactement aux questions qu'on a pu se poser avec les animaux, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent souffrir, ensuite est-ce qu'ils peuvent être sujets à des émotions, et on retrouve exactement les mêmes préoccupations qu'on a avec les robots qu'on avait avec les animaux. Et il y a même le concept de curiosité artificielle, voire d'évolution artificielle. Donc le concept de curiosité artificielle, c'est de mettre dans les programmes des robots une sorte de motivation à apprendre. C'est-à-dire que le robot se fixe un objectif qui n'est pas trop éloigné de ce qu'il connaît déjà, parce que sinon il va se décourager. Et s'il apprend quelque chose qui est trop proche de ce qu'il connaît déjà, il va éprouver moins de plaisir à avoir appris une nouvelle tâche.
Donc en fait, il s'agit juste de reproduction artificielle de principes vivants, hein, mais on essaie vraiment maintenant de calquer l'apprentissage des robots sur ce concept de curiosité artificielle, voire d'évolution artificielle, donc qui obéit au système d'évolution de Darwin. Donc là, une petite installation sur l'idée des robots qui peuvent se divertir, donc en référence à Philippe Cadic, hein, parce que les androïdes rêvent de moutons électriques, où dans sa vision, ça devient un luxe de posséder un vrai animal de compagnie. Donc là, on a un chat, un robot chat, et un robot poisson. Donc vous voyez le robot poisson de Nemo, hein, de Walt Disney. Et on a l'installation avec le robot chat qui regarde le robot poisson. Donc est-ce qu'il cherche à se divertir? Est-ce qu'il cherche à attraper le robot chat? Voilà, avec toujours l'intérêt des spectateurs pour ce robot poisson. Ensuite, donc sur l'idée un petit peu toujours du vivant et de l'artificiel, des biotechnologies qui rentrent dans le corps. Donc il y a de plus en plus d'artificiel dans le vivant et vice-versa. J'ai réalisé des petits puzzles avec une représentation très traditionnelle de la femme, hein, donc la danseuse, le petit rat d'opéra. Et j'ai effectué des changements entre les pièces, un petit peu comme si la danseuse avait des greffes d'une personne à l'autre. Voilà. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec deux danseuses, une robotique et une humaine. Donc, elles étaient aussi livrées en version inventée soi-même avec le modèle, mais libre à vous de jouer au chirurgien de l'image et d'échanger les pièces que vous vouliez, de faire votre propre chimère. Donc, pour finir, je vais vous montrer un travail qui est tout récent et puis exposé en ce moment à Paris, qui est Robot mon amour, où là, en fait, je m'intéresse toujours à l'idée de la machine et du robot, mais avec une personne en fait, et plus avec des animaux. Au début, j'utilisais ce robot chien comme médium en fait pour parler de la relation homme-animal, et ensuite je me suis intéressée à eux parce qu'ils étaient pour leur qualité intrinsèque de robots, c'est-à-dire ce sont des machines qui envahissent nos vies, et quelles sont nos relations avec ces machines-là. Et ensuite, donc je me suis intéressée aussi à la technologie qui envahit notre quotidien. Donc je me suis mise en scène en fait dans des photographies un petit peu dans la tradition de l'autoportrait, mais en version cyborg, et dans les standards un petit peu de représentation du robot ou du cyborg dans l'industrie, dans la science-fiction, au cinéma. Donc un peu la Crash Test Dummies, où il y a cet illustrateur japonais Sorayama, ou alors un petit peu dans l'esprit un peu plus robot japonisant blanc, ou Chris Cunningham. Donc vous pouvez voir les influences en fait, sans que ce soit directement leur robot. Donc plus années 70 ou le robot en colère. Donc ça, ce sont des tirages photographiques. Celui-ci par exemple est échelle 1. Donc un petit peu à la Iron Man, mais version féminin. Donc il y a quelque chose un peu parfois de dérangeant pour les gens, puisque le visage est vraiment une photo mais un peu froide et avec un corps artificiel. Et c'est ce que certains... il y a une théorie de la vallée de l'étrange en Avel. C'est en fait les robots, pour qu'on puisse échanger avec eux, il faut qu'ils soient humanoïdes comme nous, mais on voit que c'est des robots. Et quand ils deviennent vraiment trop réalistes, comme certains robots japonais vraiment en silicone, en fait, on tombe dans la vallée de l'étrange, c'est-à-dire quelque chose qui est trop réaliste, mais avec des imperfections et des défauts. Donc on ne voit plus le robot comme une machine, mais on voit le robot comme un humain avec des défauts, en fait. Et du coup, ça donne quelque chose de très dérangeant. Et voilà, c'est peut-être un petit peu ce qui se passe aussi ici. Après, la sensation du spectateur est assez différente. Donc, voilà, toujours, on reprend l'esthétique blanche, japonisante. Donc là, il y a volontairement, en fait, à chaque fois, le corps artificiel et le visage, qui est une photographie. Et donc, certains sont interactifs et essaient de rentrer en contact avec vous. Donc, il s'agit de photos, hein, mais avec des capteurs capacitifs. Donc, je vais vous montrer. Il faut en fait caresser la photo. Donc on n'est pas obligé complètement de toucher en fait.
Donc les gens cherchent, il y a toujours ce rapport où les gens essaient d'expérimenter, ils caressent. Et parfois j'ai des réactions que je n'avais pas prévues, donc c'est assez intéressant et ça m'oblige à faire d'autres pièces, essayant d'explorer d'autres. Donc là, le public est autorisé à toucher les photos, ce qui est assez aussi inhabituel dans une exposition. Et voilà, donc là on active le petit papillon, qui est en fait un papillon mu par un petit muscle artificiel. Voilà, et pour finir, il y a cette sculpture en fait que j'ai réalisée qui s'appelle Cyberleçon numéro 32. C'est un peu en référence à des leçons de séduction que j'avais déjà réalisées. Parce qu'il y a tout un point de mon travail que je m'intéresse à la relation donc homme-homme, donc du coup sur la séduction et le rapport homme-femme. Donc en fait il s'agit d'un détournement des publicités au BAD, où je reprends exactement la même position, le même cadrage, et le titre de la leçon devient le titre de la photo. Donc tester ses résistances, en jouant déjà sur le côté très ambigu de la photo. Et voilà, donc j'en ai fait 13. Et où je redonne un petit peu de pouvoir à la femme. Et cette position-là est devenue un petit peu ma position fétiche que j'utilise et que je décline, parce que je la trouve assez intéressante, bon, enfin la version que je propose avec les cordes, parce que justement il y a une double lecture où la femme semble soumise, mais en même temps elle a le pouvoir et la position est consentie. Donc j'aime bien cette idée un petit peu de la double lecture de cette relation-là. Et certaines sont devenues des leçons d'anatomie. Voilà, donc je les ai proposées en version anatomique, où je cherche un petit peu l'anatomie m'a toujours intéressée pour cette mécanique du désir en quelque sorte. Je trouve ça, certainement pas tout le monde, mais je trouve ça assez étonnant que les émotions puissent être des messages chimiques, et même la notion d'amour et d'attachement, enfin voilà. Je trouve ça plus poétique, même si c'est une réalité physique, chimique. Donc cette position est devenue ma position fétiche, et j'ai réalisé une sculpture en impression 3D, donc, qui est un corps de robot, toujours avec mon visage. Et c'est en référence à ces petites figurines au Japon. Vous pouvez aller vous faire scanner le visage et vous ressortez avec votre figurine à l'effigie de votre super-héros favori. Donc ça donne quelque chose à Goldorak ou des poupées à Laurence Belle-Mère. C'est assez effrayant. Et là c'est toujours un petit peu pareil, c'est mon visage, donc c'est très froid. Et on a cette machine qui semble vouloir éprouver du désir. Donc je ne sais pas si ces machines peuvent être désirantes. Et ce qui m'intéresse toujours, c'est même si c'est en impression 3D, c'est-à-dire c'est un procédé mécanique, mais elle est imprimée en 12 parties. Il y a 120 heures d'impression, et après elle est réassemblée. Donc il faut vraiment, il y a encore un travail de modelage et de sculpture derrière. Et c'est vrai que je suis assez attachée à ça aussi, de faire les choses quoi, en tant qu'artiste. Et pour terminer, voilà, elle existe en version holographique, donc c'est une animation 3D qui est soit projetée échelle 1, soit, je vais vous la montrer là, en version holographique. Donc c'est un dispositif où en fait l'écran est, ça c'est la version de laboratoire et elle existe en 4 mètres. Donc il y a un écran et on voit la forme à travers l'écran. Et c'est un procédé breveté qui permet de faire des images holographiques. Donc souvent le cadre est caché et on voit juste la forme qui apparaît comme ça. Je vais vous montrer juste la vidéo. Voilà, donc elle effectue une sorte de rotation un peu à la pin-up. Et ensuite elle apparaît et disparaît par tranches successives, laissant apparaître son anatomie interne, électronique, un petit peu comme la personne qu'on avait coupée en tranches pour essayer de comprendre toujours le fonctionnement de l'humain comme le fonctionnement des machines. C'est un petit peu ce qui m'anime, essayer de comprendre les choses en les disséquant, en les refabriquant, voilà un petit peu. Et voilà. Et donc si vous voulez, à Paris en ce moment il y a une exposition au Cube, au centre de création numérique Le Cube à Issy-les-Moulineaux, où j'expose jusqu'au 25 juillet. Merci à vous.